Notre invité exceptionnel ce matin, le professeur Emmanuel Hirsch. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci vraiment d'être avec nous. Professeur d'éthique médicale. Vous êtes président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique à l'Université Paris-Saclay. Vous avez écrit, après l'épidémie du H1N1, pandémie grippale, l'ordre de la mobilisation, tous solidaires aux éditions du CERF. Nous y sommes. Nous y sommes. C'est l'objet de votre livre que nous vivons aujourd'hui, professeur. Ce qui est important, c'est de voir comment une démocratie se mobilise. Alors, au fur et à mesure, on le voit à travers les chaînes de télévision, on a le cumul de drames humains douloureux. Et ça, c'est la partie la plus apparente, celle pour laquelle le gouvernement et puis la société française se mobilisent. D'un point de vue démocratique, on en reparlera. Et puis vous avez derrière ça, effectivement, une réalité qui est la réalité d'une société tout à fait importante aujourd'hui par rapport à un défi démocratique. Et moi, ce qui me frappe de mon regard personnel, c'est d'abord que l'État assume ses responsabilités. Je voyais ce matin une enquête BVA qui faisait apparaître le manque de confiance de l'opinion publique à l'égard des décisions de l'État. On est face à une pandémie, donc à une réalité internationale. Et je pense que les mesures qui ont été prises d'une manière progressive, adaptées aux circonstances telles qu'elles évoluent dans un contexte d'incertitude absolue, sont des mesures justes, proportionnées. Là, on voit à travers le confinement, mais il n'y a pas que le confinement. Regardez ce qui se passe. Ce matin, Martin Hirsch disait à quoi il était confronté aux hôpitaux de Paris. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire déjà, c'est mon premier message. On a besoin de confiance. On a besoin de respect aussi d'une autorité. Et vous voyez, ce qui m'a beaucoup frappé, et c'est quelque chose qui n'est pas anecdotique, les deux personnes aujourd'hui qui conseillent le président de la République et le gouvernement sont des personnes remarquables qui ont été investies dans le domaine du sida. Jean-François Delfrécy, qui était le directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida, et puis Françoise Barré-Sinoussi. Des personnalités qui ont été confrontées à une pandémie. Le sida, c'est une pandémie. Aujourd'hui, vous avez 770 000 personnes dans le monde qui meurent du sida et 32 millions de personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie. Et le livre qu'on avait fait, qui est un livre collectif, avec tous les éclairages, à la fois médicaux, en sciences humaines et sociales, c'est un livre dans la dynamique du sida. Moi, j'ai fait l'éthique, j'ai appris l'éthique confrontée à un péril. Et le dernier point, je voulais dire, qui est fondamental pour moi, ma référence, si vous voulez, c'est pas les philosophes, c'est une personnalité remarquable, Jonathan Mann, qui était le premier directeur du programme SIDA de l'OMS en 1986. Et il a dit, pour lutter contre une pandémie, il faut prendre en compte le droit des hommes. Il faut et des femmes, bien sûr, mais c'est un droit de l'homme, avec une sensibilité particulière pour les personnes les plus vulnérables. Et je termine juste sur quelques chiffres. Vous avez aujourd'hui quasiment 780 000 personnes qui sont dans des EHPAD. Vous avez 200 000 personnes qui sont sans abri. Vous avez 480 000 personnes qui sont dans des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et vous avez plus d'1 million de personnes qui sont des personnes âgées de plus de 85 ans qui sont au domicile. Le message politique depuis le début de cette menace a été d'être solidaire de ces personnes, d'être proactif par rapport à ces personnes. Donc je veux dire que lutter contre le coronavirus, je peux penser au VIH, parce que c'est à peu près la même chose, c'est se mobiliser, et puis ensuite de voir tous les débats autour de la science et des choix politiques. Oui, des choix politiques. Et puis l'éthique. Ne jamais oublier l'éthique qui est indispensable dans nos démocraties. Nous sommes confrontés à l'épidémie, nous ne sommes pas préparés à cette confrontation. Comment admettre certains renoncements ? C'est le fond de la question, finalement, professeur. Si je me permettais, Jean-Jacques Bourdin, oui. C'est pas l'éthique, c'est le politique. Oui. Et la grandiloquence éthique, dire ce qu'il faut faire, comment on aurait dû faire, oui. ça sera pour d'autres et un autre moment. Ce qui est important, c'est que les politiques puissent assumer leurs responsabilités et que les arbitrages soient justes. C'est-à-dire qu'on n'ait pas l'impression qu'il y aura des laissés pour compte. On n'ait pas l'impression que ceux qui ont exprimé leur souffrance et leur critique de ce qu'était faire démocratie avec les gilets jaunes sont laissés pour compte. Et je trouve que c'est l'avertissement que vous lancez à nous, toute la société. Non, mais je trouve que le message de nos politiques a été, de ce point de vue-là, d'une clarté parfaite. On n'est pas au moment où on doit faire de la critique. On est au moment où on doit se mobiliser autour de valeurs fortes qui sont les valeurs de la démocratie. Et vous voyez, dans le discours des hospitaliers aujourd'hui, c'est pas un discours uniquement de médecins. C'est pas un discours sur les choix radicaux aujourd'hui et douloureux qu'ils sont obligés de faire. C'est comment aujourd'hui des gens incarnent notre démocratie sur le front. Que ce soit dans des EHPAD, que ce soit les auxiliaires de vie qui vont au domicile. On devrait être fiers de notre démocratie. Il y a une résilience, il y a une capacité aujourd'hui extraordinaire. Pour moi, je découvre un milieu, j'allais dire, qui est notre environnement social, où chacun tente d'être créatif. Vous avez des start-up qui font des propositions. Vous avez les gens du luxe qui sont
en train de nous fabriquer aussi des masques. Bon. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je crois que notre société va se renforcer de cette capacité de comprendre ce qu'est le bien commun. Et il y a une formidable pédagogie sociale aujourd'hui qui se développe à ce niveau. Oui, vous avez raison, professeur, mais il y a du travail. Je vous dis ça parce que tout à l'heure sur RMC Découverte, j'ai eu un témoignage très fort. Evelyne, 70 ans, sa fille et son gendre sont infirmiers. Eh bien, sur la voiture, ils garent leur voiture devant chez eux. Eh bien, on leur a laissé un petit papier, prière de garer votre voiture ailleurs parce que vous êtes infecté. Et sur la porte de leur domicile, un petit papier où je ne sais pas qui leur a écrit s'il vous plaît, déménagez parce que vous risquez de nous infecter dans le quartier. Ce que vous dites, Jean-Gérard Bourdin, est d'une grande justesse. On voit d'ailleurs, face à des périls, soit une pandémie, et puis regardez l'histoire, on a été confrontés, on voit qu'il y a ceux qui transgressent au niveau de nos valeurs, il y a toujours les salauds, d'une certaine façon. Mais ce que je regarde majoritairement au jour le jour, c'est comment une société se reprend, comment elle se reconstitue, comment chacun, à sa manière, chacun dans la modestie de ses capacités d'action, est inventif de ce qui fait solidarité, ce qui fait société. C'est pour ça que moi, mon message aujourd'hui, ensuite, peut-être que vous m'inviterez après pour faire le bilan, une rétrospective. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est ceux qui ont à cœur de défendre la démocratie. Il y a à la fois la communauté des professionnels, à la fois de santé et du médico-social. Il y a les scientifiques, mais il y a une société et chacun à sa manière peut. Et vous voyez tous les liens sociaux qui se développent à travers les réseaux. Regardez toute cette intensité aujourd'hui de la vie démocratique. Alors ça paraît surprenant. On n'est pas en Chine, on est en France. Et je dis que chacun doit assumer ses responsabilités. Le discours du gouvernement a été un discours de responsabilisation. Rester chez soi est un premier acte citoyen de solidarité, parce que c'est l'altérité qui est posée par une pandémie. On peut se contaminer les uns les autres, c'est la même chose pour les vaccins. Donc on a une dimension de responsabilité collective, mais ça part d'une conscience individuelle. Regardez les enseignants aujourd'hui qui mobilisent la culture, France Culture qui a déployé des programmes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on a la tragédie, et puis on a quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire on a cette démocratie qui a été piétinée ces derniers mois. C'est-à-dire on a vu à quel point des gens exprimaient leur douleur et on avait contre la démocratie, on n'y croyait pas. Et puis on est dans un contexte, on voit apparaître des nationalistes qui s'exacerbent et l'individualisme, le quant à soi. On voit que par rapport à une pandémie, ça ne marche pas. C'est-à-dire des solidarités, elles s'imposent et c'est pas de la rhétorique. Ça, c'est du concret. Alors, du concret, le confinement va durer peut-être 6 semaines, nous verrons bien. C'est ce que recommande le Conseil scientifique. Cela vous paraît raisonnable ? Moi, je n'ai pas de compétences en matière scientifique. Mais regardez juste un point qui est important, c'est l'expertise des scientifiques. Et vous voyez, dans le débat sur le médicament aujourd'hui, soyons sages aussi dans ce domaine. C'est vrai qu'il y a une précipitation. Le débat autour de l'hydroxychloroquine, pour prendre cet exemple précis, vous avez des règles. En France, on a une loi. La loi du 5 mars 2012, on a au niveau international des protocoles et des procédures. Ce que je trouve regrettable, sans avoir à me mêler de questions qui ne sont pas de ma compétence, c'est qu'on prend un peu le public en otage. C'est-à-dire avec des promesses. Là aussi, Françoise Barré-Senoussi, qui a pris une position importante dans le monde, elle est tout à fait à sa place. Pour nous dire il faut de la mesure, de la prudence, les effets d'annonce dans un contexte de pandémie, les prises de position de certains politiques qui sont déjà très contestables dans la mise en cause de ce que le gouvernement fait sont inacceptables. On est en guerre, on est dans la lutte, et je dirais qu'il faut être aux côtés des personnes malades, des professionnels, mais aussi de nos politiques. On est dans un moment politique. Et l'éthique, mettons-la de côté. Il n'y a pas de professeur d'éthique. Vous voyez, moi, si je suis sollicité comme aujourd'hui par rapport... Non, ce que je veux dire, je peux dire quelles sont nos références d'un point de vue universel. Ça renvoie à l'éthique biomédicale, à la Shoah, avec le code de Nuremberg, avec des déclarations internationales. Vous voyez, par exemple, par rapport à la recherche biomédicale, vous avez des textes internationaux intéressants. Voilà. Ce que je veux dire par là, tout ça, mettons-le de côté. Ce qui est intéressant, c'est chacun hiérarchise les priorités. Françoise Barré-Senoussi dit, à propos de l'hydroxychloroquine, ne donnons pas de faux espoirs. C'est une question d'éthique. Alors, ce qui est éthique aussi, il y a plusieurs choses qui sont éthiques. D'abord, effectivement, il ne faut pas donner de faux espoirs et il ne faut pas non plus se donner le sentiment qu'il n'y a qu'une molécule. Il y a, d'une manière beaucoup plus cohérente et plus discrète, tout un ensemble d'approches thérapeutiques. Il y a une démultiplication. Vous voyez, la recherche, c'est une hypothèse à valider. Pour qu'elle soit validée, il faut quand même respecter un certain nombre de règles. Il ne faut pas non plus exposer des gens à des risques qui sont des risques indus. Vous voyez, se dire, il faut de la prudence. Alors, c'est vrai qu'on a besoin de réponses rapides et c'est là aussi où les politiques sont un petit peu gênés. Je regardais l'intervention du Premier ministre sur TF1, qui était d'une grande rigueur. Et effectivement, il dit qu'il y a des expertises contrastées. D'où l'intérêt d'avoir des experts. Mais il faut aussi
me semble-t-il, et peut-être c'est la seule critique que je ferai rétrospectivement, il faut donner à la société la possibilité de se mobiliser, s'approprier la complexité de ces questions. Là, il faudrait qu'on soit plus pédagogue par rapport à la recherche. Un autre point qui me semble important, vous parliez d'éthique. Oui. Ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital, dans l'approche de choix cruciaux dans un contexte limitatif, est aussi assez extraordinaire. Parce que du SAMU jusque, j'allais dire, au bloc opératoire qui quelquefois fait de la réanimation, puisqu'on a créé des dispositifs pour permettre le meilleur accueil et la réponse la plus adaptée. Sachez que les choix qui se font aujourd'hui sont des choix qui se font d'une manière cohérente, d'une manière collégiale et avec des critères de justesse tout à fait parfait. Alors je vais vous parler de ces choix parce que je crois que vous connaissez parfaitement la question, vous avez beaucoup réfléchi à la question du choix. C'est important le choix. Votre épouse est anesthésiste réanimateur à la Fondation Rothschild. Et donc, voilà, elle est confrontée. Elle est confrontée à ce choix. Quel est le choix ? D'abord, le choix, c'est toujours quelque chose qu'on fait en médecine. On décide, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Là, c'est pas le choix. On décide de conduire tel patient en réanimation. Mais là, c'est la spécificité. On décide de sauver telle vie ou pas. C'est cela, professeur ? La réalité, c'est d'abord en réanimation, il y a des rationnels, il y a des sociétés savantes. Oui. Ça se fait pas comme ça en mouillant le doigt. Oui, donc ça se fait avec de la collégialité de l'équipe. L'importance aujourd'hui, c'est qu'il faut faire des choix rapides, qu'on n'a pas le temps, et qu'il y a à choisir par rapport à des capacités de prise en compte et de suivi qui sont limitatives. Alors, Martin Hirsch disait ce matin, on a encore des capacités pendant 3 jours à l'assistance publique hôpitaux de Paris, mais on a vu ce qui s'est passé, par exemple, dans l'Est de la France. Donc, je dirais que ce qui est important, c'est que les choix soient assumables, c'est-à-dire qu'ils procèdent de règles justes et de règles transparentes. Et donc, il y a des critères. Effectivement, l'état de santé d'une personne fait que peut-être on privilégiera une personne qui a plus de capacité de s'en remettre. Sachez que les séjours quand même en réanimation dans le cadre du Covid-19 sont longs. Donc il y a toute une argumentation éthique. D'ailleurs les Canadiens, quand ils ont été confrontés au SRAS, ont pris en compte des règles extrêmement précises. Vous voyez, une question de dilemme éthique particulier. On a déploré aujourd'hui la mort de 5 médecins. Si un médecin qui s'expose à un risque, qui est dans une certaine forme aussi d'héroïsme, est contaminé, est-ce qu'on le priorisera par rapport à une personne qui aurait les mêmes droits que ce médecin, mais qui, dans le contexte présent, fait qu'un médecin a peut-être plus d'importance dans l'avenir pour retrouver son activité, sauver des existences humaines. Un dilemme fondamental, et on l'a vu déjà dès le départ en Italie, c'est les personnes âgées qui se trouvent, par exemple, dans un EHPAD, et qui risquent de mourir dans l'EHPAD, sans relation avec les proches, donc c'est toute la question de la fin de vie, et avec le sentiment d'une profonde discrimination. Est-ce qu'il y a un critère d'âge ? Voilà une question qui est importante. Est-ce que, par exemple, le SAMU ne se déplacera pas parce qu'il y a un cumul de demandes, il doit hiérarchiser. Encore une fois, la hiérarchisation se fait selon des modalités extrêmement justes. Vous avez des conseils, j'allais dire, autour des SAMU, vous avez des conseils dans les services de réanimation. J'ai pas envie de détailler ce qu'est la réalité aujourd'hui, parce que c'est une réalité de pratique dans un contexte dégradé. On n'est pas face à un acte terroriste, dramatique, comme on a eu en 2015, qui sollicite les professionnels sur un temps limité. On est sur le longtemps et avec beaucoup d'incertitudes. Mais les réponses qui ont été apportées jusqu'à présent sont des réponses à la hauteur de notre démocratie. Alors, nous ne sommes pas préparés, je le disais tout à l'heure en introduction, professeur, pas préparés à ne pas pouvoir accompagner nos proches en fin de vie, qui vont nous quitter. C'est vrai que dans certaines chambres mortuaires, on prend des photos des défunts. Pourquoi ? Pour pouvoir prouver aux familles le décès de leurs proches. On n'est pas, Jean-Jacques Bourdin, habitué à la mort massive, à la mort publique. Oui. À une mort qui on n'est nous pas rend... habitué à non. parler de la mort, on est tout court. Voilà, mais on n'est pas non plus habitué à l'impuissance thérapeutique, au fait qu'on soit obligé de choisir d'une certaine manière. On n'est pas habitué à dire que les êtres chers, qui sont des personnes vulnérables dans des EHPAD et qui bénéficient d'un environnement de qualité, du jour au lendemain meurent, et meurent souvent en se laissant aller. C'est ce qu'on appelle le syndrome du glissement, parce qu'ils sont dans la désespérance et non plus les liens sociaux. On n'est pas habitué effectivement à être à distance de l'être cher qu'on aimerait accompagner en réanimation, et pour des raisons d'hygiène et de sécurité qu'on peut comprendre, la personne ne pourra pas être là. Alors il y a toute une inventivité, il y a des vidéos par exemple, vous
Vous avez des vidéos qui sont mises en place dans les hôpitaux pour permettre à l'être cher d'être en relation, pour autant qu'il soit en capacité de relation avec ses proches. Puis vous avez dans les chambres mortuaires, et il y a tout un travail qu'on est en train de terminer, nous, l'Espace éthique d'Île-de-France, sur le funéraire, comment ritualiser. On voyait malheureusement cette vision, rappelez-vous, il y a quelques jours en Italie, des obsèques avec des camions militaires. Donc tout ce qui est fondamental aussi quand il y a la mort, c'est le deuil, c'est le travail de deuil, c'est le travail aussi de signifier à l'être cher, mais également aux endeuillés, une solidarité, une sollicitude. Donc on travaille avec des personnes qui sont spécialisées dans le domaine sur l'après. Pour le présent, effectivement, il y a conserver un souvenir, déjà être certain que la personne est bien morte, ça a l'air de rien, mais si vous ne pouvez pas assister, j'allais dire, à la levée du corps, il faut voir les conditions, je ne veux pas détailler dans lesquelles aujourd'hui les règles d'hygiène imposent un certain nombre de pratiques, mais je dirais que la photo est quelque chose d'important, pour autant que la photo soit une photo, j'allais dire, digne. Oui. Parce que c'est pas tout d'avoir une photo. Et en néonatologie, par exemple, quand on a été confronté ou qu'on est confronté à la mort de l'enfant, on fait aussi des photos. On le met dans le dossier médical de la personne et vous pouvez le consulter jusqu'à 10 ans. Voilà. Et je pense que c'est des éléments au niveau du rituel qui sont importants. Mais juste un point, vous pouvez mettre aussi un message dans le cercueil, c'est-à-dire il y a tout un ensemble, vous avez tout un ensemble de rituels dans une société sécularisée qui se sont développés. Hommage aux chambres mortuaires hospitalières. Quand il y a eu la canicule, rappelez-vous, en 2003, ils ont été confrontés aussi à la mort massive. 19 000 morts en 2003, je le rappelle. Oui, c'est un point important à prendre en considération. Oui. Et on a, vous voyez, dans des lieux inattendus, des gens qui savent qu'ils défendent aussi les valeurs de la dignité de notre démocratie. On peut leur faire confiance, il faut leur apporter du soutien et comprendre que malheureusement, dans un contexte exceptionnel, tous les rites, tout ce qu'on a envie de témoigner ne pourra pas être fait. Juste un point qui m'a beaucoup frappé, il y a une initiative qui a été faite à Lille par Cynthia Moreau, qui s'occupe de soins palliatifs, et qui a dit si vous avez un défunt, que c'est un ami, un proche, vous pouvez lancer au moment des obsèques, même s'ils sont à distance, vous pouvez lancer des ballons et photographier, c'est-à-dire montrer qu'à un moment donné vous étiez présent même à distance. Et vous avez des équipes qui travaillent dans le funéraire, qui filment aussi, comme ça se fait dans les territoires d'outre-mer, qui filment les obsèques pour qu'il y ait des traces. La vraie question, ça va être ensuite l'après, pour les endeuillés, et quel type de témoignage de sollicitude et de solidarité on leur témoignera. Professeur Hirsch, je voulais aussi dire l'attention particulière qu'il faut porter en période d'épidémie aux populations les plus fragiles. C'est indispensable. Pourquoi ? D'abord, pourquoi est-ce indispensable ? C'est une question qui est saugrenue, mais pas saugrenue, parce que je voudrais qu'on insiste. Dites-moi, professeur. Vous avez un grand concept de l'éthique médicale qui dit plus une personne est vulnérable, plus on a d'obligations à son égard. D'obligation de protection, d'obligation de solidarité. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Mais ce qui est grave dans une pandémie, dans ce qu'on vit aujourd'hui, avec l'incertitude, les peurs, les effrois, tout ce que les gens vivent au quotidien, ce qui nous voit aujourd'hui, c'est que la vulnérabilité, elle est partagée, elle est partout. C'est pas uniquement la vulnérabilité des personnes vulnérables. Vous imaginez bien qu'un soignant aujourd'hui, il est aussi en situation de vulnérabilité. Pas uniquement parce qu'il risque d'être contaminé, mais parce qu'il n'est plus en capacité d'aller au bout de ce qu'est son idéal ou son éthique du soin, puisqu'il est obligé, dans un contexte limitatif, ne serait-ce que d'exercer dans un contexte dégradé. Et donc les vulnérabilités sont partagées. Regardez nos politiques qui tiennent pour moi un discours tout à fait à la hauteur des circonstances. Ils sont aussi vulnérables par rapport à des décisions et s'en remettent à des experts. Regardez l'expertise aussi, elle est faite de vulnérabilité parce qu'on est dans l'incertitude. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, comment les anticiper. Et juste un point dans les critères d'anticipation pour un politique, c'est comment on va sortir, comment notre démocratie sortira de décisions qui n'auraient pas été, j'allais dire, arbitrées d'une manière juste et digne. Et vous voyez, quand je vous dis ces mots, ça a l'air tout à fait abstrait. Mais quand vous vivez au quotidien dans un EHPAD et que vous avez une personne qui est en train de mourir, que vous êtes obligé de limiter toutes les capacités de relation avec cette personne, bref, quand vous voyez ça au quotidien et que ça va à l'encontre de ce qui fait humanité, ce qui fait société, vous voyez à quel point on est tous vulnérables. La vraie question, c'est aussi on est tous en capacité de dépasser nos vulnérabilités et c'est ça le défi. C'est là où on a besoin. C'est le défi. Voilà. C'est le défi. Et puis je vais poser une dernière question très concrète. Nous ne pouvons plus nous toucher. Nous ne pouvons plus nous serrer la main. Nous ne pouvons plus nous embrasser. Est-ce que nous ne sommes pas en train de prendre conscience de l'importance de l'autre ? Ce que vous dites est important, mais il y a le regard qui reste, il y a les attentions. Et j'ai des témoignages de professionnels qui sont les seuls regards, les seuls visages vis-à-vis d'une personne qui va mourir. C'est-à-dire le seul regard humain
c'est des professionnels, quelquefois effectivement avec toutes les protections qui fait qu'il n'y a plus que le regard. On est très lévinassien dans cette dimension. C'est la relation à l'autre. Et comment respecter l'autre? Pour moi, respecter l'autre, c'est être conscient déjà qu'il faut respecter le confinement, qu'il faut avoir des attitudes de sollicitude, mais vous pouvez aussi avoir des relations plus essentielles avec l'autre. Vous pouvez aller plus au fond d'un certain nombre de questionnements existentiels. C'est pour ça que, par exemple, les cultes qui ont été sollicités par le président de la République, mais aussi tous les mouvements philosophiques, il a reçu aussi les francs-maçons, donc tous ceux qui incarnent, j'allais dire, une dimension philosophique, une dimension de conscience, les intellectuels ont à intervenir aussi pour nous donner des repères et surtout pour nous dire en quelque sorte quel chemin envisager déjà pour l'après. Vous voyez, ce qui est fondamental, hein, elle nous tue. Cette pandémie, elle est, j'allais dire, destructrice, elle est interrogatrice pour tout ce qui est nos valeurs, tout ce sont nos valeurs de la démocratie. Et puis on voit quand même apparaître que ces valeurs, elles sont là, et qu'elles ont à nous dire quelque chose par rapport au devenir, et que notre devenir sera différent. Le président de la République l'a dit à beaucoup d'égards. Tout le monde, tous ceux avec qui on discute aujourd'hui, savent qu'il y aura un après. Et cet après peut être assez exceptionnel si aujourd'hui chacun s'investit en se disant l'intérêt supérieur, c'est la vitalité de notre démocratie. Rendre hommage, bien sûr, aux professionnels, mais rendre hommage aussi aux routiers, rendre hommage à tout ce qui fait société. Merci, professeur Emmanuel Hirsch, d'être venu nous voir ce matin. Cette réflexion était utile, ça nous fait du bien. Il est 8h54. Vous êtes sur RMC et vous êtes sur BFM TV.